Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission FDM Toulouse, celle qui parle du TFC pendant une heure, c'est la seule à le faire sur la bande FM. On vous remercie d'être avec nous, que vous nous regardiez en live ou que vous nous écoutiez en podcast. Ce soir, c'est la 359e émission, un mardi de retour de trêve. Ça fait plaisir d'être de retour en direct. J'accueille à mes côtés une composition de choc, en commençant par le gardien de but qui se situe juste à ma gauche. Il a piqué la place du chef parce que c'est lui notre vrai chef. On vous avoue aujourd'hui. Notre très cher Vincent, gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux. Comment ça va ? Ça va super, merci. Et toi, mon cher Sacha ? Impeccable. Tiens, je te donne le chèque en dessous. Voilà. Nickel. Le bac Ça se voit pas merci la pour les compliments. On voit pas la caméra. Non, on voit pas la caméra, t'inquiète pas. Enfin, Ça, Clément se mettra un coup de pied dans la caméra si jamais pour ce qu'on appelle un hommage à Fredo si jamais tu as le jargon. c'est bon, t'as fait ta purge de hors foot, on peut reprendre la Ligue 1. Ouais, j'ai regardé un quart d'heure de Nation. Enfin, j'ai regardé prolongation comme tout le monde, je pense, de la France et de l'Espagne. Voilà. C'est tout, pas plus. C'est déjà beaucoup. C'est déjà très bien. En défense ce soir, ça va être notre chroniqueur préféré puisque une nouvelle fois, je vais pouvoir assister à un journal des prêtés un mardi. J'en suis très heureux. Ça sera grâce à notre ami Clément. Comment ça va ? Je crois que tu n'es pas branché. Bon, du coup, Clément, on essaie de te faire taire, mais comment ça va ? Écoute, je dérange, mais je suis là et ça va. Ça va. On n'a pas regardé une minute de foot ce week-end parce que le TEF n'a pas joué, donc j'avais oublié l'existence de ce sport. Mais on est là, on va parler d'autre chose, c'est pas bien grave. Je pense que de nombreuses personnes sont dans ton cas. C'est une manière de se purger, tu vois, de faire le plein d'émotions positives. Un petit peu. Juste en face de toi, c'est notre milieu de terrain ce soir qui, j'espère, va mieux. Après cette pause de la Ligue 1, il y en a qui en ont bénéficié. Je crois que c'est ton cas, Ben. Bah écoute, j'ai regardé le match jeudi, je me suis dit ah ouais, trop bien du foot, et puis je me suis rappelé ce que c'était l'équipe de France. Donc je souffre dimanche, jeudi, et là dimanche ça allait, c'était pas trop mal. J'ai un drôle de retour, non ? Ouais. On dirait que j'habite très loin. On lui souhaite le bonsoir, c'est Nadia, comment ça va ? Je viens, ça va. Pas trop sur le fil là. Moi, il faut que je monte le... Non, Oui, non. oui, mais il faut que tu montes aussi, mais oui. C'est, écoute, On enverra une photocopie de la pancarte à Radio Extania pour remettre en place les micros. la fameuse, ouais. On les embrasse. Et en invité supporter ce soir, c'est Mathéo qui est avec nous, comment ça va ? Ça va et toi ? Salut tout le monde. Ouais, nickel. Vous Mathéo connaissez qui est déjà venu dans la feuille de Tu sais match. pas que Mathéo il ressemble à quelqu'un, gars ? Laissez-nous vos théories dans les commentaires. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec quelqu'un autour de la table ? On sait pas, On peut-être. laisse deviner. Ouais. En tout cas, ça m'a coûté cher d'être ici. Aïe. Bref, reprise en ce mardi. On fait quand même un coucou à tous ceux qui ne sont pas avec nous, que ce soit Mathilde, Fred, Nathan, Camille, Oxens, Arthur, Elliot, Rémi et Mehdi. On pense fort à ceux qui sont en train de bronzer au soleil et qui vont nous revenir très bientôt avec des belles photos et de quoi nous faire jalouser pendant que nous on s'étend. Quelle est la trêve internationale ? Je vous donne le programme de cette émission, une grosse émission, puisque on aura évidemment toutes les actus qui se sont passées pendant cette semaine et demie où on n'a pas eu d'émission. On vous donnera aussi le programme des internationaux. Il y en a beaucoup au TFC, donc tout ce qu'ils ont fait, ceux qui jouent aussi ce soir. Et puis vous aurez les résultats de l'Académie des féminines avec le coach Antoine Gérard qui devrait être avec nous au téléphone. Ensuite, on aura notre journal des prêtés qui sera assuré par Clément comme tous les mardis. Et puis on aura notre débat du soir, donc le bilan sur l'état de santé du TFC alors qu'on arrive au printemps. Voilà, petite visite chez le médecin. Où est-ce qu'on place le TEF sur la courbe du carnet de santé ? Est-ce que ça monte ? Est-ce que ça baisse ? Comment est-ce qu'on regarde la fin de saison ? On fera le point sur tout ça. Et si on a le temps, on terminera par un petit quiz. Vous pouvez évidemment réagir en direct avec nous sur tous les réseaux sociaux. Normalement, on est en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur X, sur TikTok, la feuille de match. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, à nous saluer, on vous voit. Je On crois voit que tous vos TikTok nous messages. abonne en fait. TikTok, ne ? Je crois qu'ils nous abonnent, j'arrive pas à faire le live, mais Bon. parce qu'il y en a un signalement. Je pense qu'on a fait un live d'Anus, du croire qu'on est en train de streamer le match. C'est possible. Bah écoutez, n'hésitez pas à sub pour qu'on puisse engager des avocats contre TikTok. Dans tous les cas, vous avez tous nos réseaux et puis si vous voulez nous appeler au téléphone pour réagir directement avec nous, ça va se passer au 05 61 80 40 40. Nous, on perd pas plus de temps. On est parti pour la 359e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va démarrer avec les actualités, mais juste avant, Vincent, je t'ai laissé respirer après ton sprint pour revenir jusqu'à ta place. Est-ce que tu vois si on a des auditeurs qui sont avec nous ce soir?
Alors, non. Il y a les nuls chez la blague, je suis désolé. Il y a Johan qui est connecté. On a aussi Paul qu'on avait reçu il y a 2 semaines qui est sur YouTube. On a Olivier sur Facebook. Jeff Aka aussi sur Twitch. On salue tout le monde. Et on démarre bien cette émission puisque la première actu, c'est quelque chose qu'on vous fait gagner. Eh oui, tu me lances en fait. Tu me fais un super lancement, je te le foire. Je te laisse. Nous faisons gagner 2 packs de 5 torches grâce au compte Instagram Pyro France en collaboration avec le compte Combien de places. Tout le règlement pour participer est sur la publication dédiée sur notre compte Instagram. Donc le tirage au sort il aura lieu dimanche après TFC Brest. C'est dommage de faire. Il n'y a pas Fred et Camille qui sont les experts pyro pour parler de ça. C'est dommage. Je salue quand même le sens du timing d'avoir le virage fermé et de faire gagner de la pyrotechnie. On adore ce qui se passe dans cette émission. Mais ça marche bien. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de participants déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Plus vous commentez, plus vous taguez de gens, plus vous repartagez en story, plus vous avez de chances de l'emporter. Vous aussi, faites fermer votre virage grâce à la feuille de match. Votre virage chez vous. Bien sûr, bien sûr. Deuxième news, c'est, vous l'avez peut-être vu passer, le maillot Third en collaboration avec Visionnaire, la marque de Big Feoli, qui devrait sortir, mais on parle de la version du gardien de but que Guillaume Rest a porté, je crois, c'était avant qu'il se blesse, Shuttle Hog aussi. Donc c'est exactement le même design, mais il est un peu plus rose fuchsia. On a vu une vidéo de communication postée sur les réseaux du club avec des gens en train de le porter. Donc il y avait eu de la demande. Normalement, il devrait sortir sous peu. Et on attend évidemment, pour ceux qui sont intéressés aussi, le réassort, puisqu'il y a toujours plus de stock sur ce 3e maillot, à part l'édition limitée qui avait eu le jour du lancement. Pour l'instant, on est toujours en attente, mais le club a promis que ça reviendrait. Donc si vous êtes intéressé par ce maillot, vous pourrez vous faire plaisir dans les prochains jours. Et il n'y a pas que des maillots qui sont mis en vente avec Nike et les collaborations du TFC, puisqu'on a aussi, ça c'est tombé il y a quelques jours, une chaussure qui a débarqué, donc une Nike Air Force One, la paire emblématique qui est personnalisée aux couleurs du club. Ça a été dévoilé pareil sur les réseaux sociaux, donc par l'artiste Stan Birch, j'espère que je n'écorche pas son nom. Ce sera disponible dès le 29 mars à la boutique du centre-ville, donc pour ceux qui aiment bien les sneakers, qui aiment bien la mode. Il n'y en aura que 79 exemplaires, donc il va falloir être rapide, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que les abonnés au Pass Forza Viola disposent d'un petit avantage pour aller l'acheter. Ils auront 1 ou 2 heures en avance. Par contre, il faudra sortir le chèque, puisque ça sera vendu au prix de 450 €. Et là, je me tourne vers le plateau. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? Ça dépend. Si Dazn est offert avec, ça peut être une bonne affaire, mais sinon... je n'ai pas l'argent pour, donc je ne suis pas public visé, comme dirait un certain Camille, quoi, mais bon. Ouais. Ça coûte 100 € de plus que mon abonnement. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ça coûte 200 € de plus que mon loyer aussi, si tu veux. Pour une fois, elles sont salies, tu pleures. Hein. En fait, elles sont exposées chez toi, quoi. Oui, c'est de la collection, en fait. Enfin, 79, moi j'aimerais savoir, les mecs qui sont réunis, ils vont dire on va faire 79. Genre pas 80, pas 30, je sais pas, 79, c'est... Ça crée la rareté un peu, tu vois. Tu dis, ah ouais, ça accroche plus que t'en dis, ouais, il y en a 80. Enfin, je sais pas. Ouais, sûrement, mais. On est sur de la collection. J'ai du mal avec premium, le marketing. Ouais. Ouais, putain, ouais. Bonne chance ceux qui l'achètent. Hâte de les revoir dès le lendemain sur Vinted à 800, hein. Ouais. Surtout. Ouais. Oh, Avec ses effets volés, il marche pieds nus. En tout cas, voir cramer en cortège. Ouais, franchement, j'avoue que vu l'état de mes chaussures, quand je sors du virage, je suis pas sûr d'être le public visé pour. Ici, le seul qui est public visé, c'est Nathan. Parce que s'il y en a un qui abîme pas les chaussures, c'est bien lui. Donc, on peut se cotiser si vous voulez. on y en parlera. On y en parlera, ceux qui a de l'argent qui traîne, dit Tolosa. Oh, si vous saviez. et grâce aux Indians. Oui. Bref, on en parlera. Dernière news, Vincent, c'est le retour pour cette année 2025 du Fans Day qui se tiendra en avril. Et oui, la journée spéciale dédiée aux abonnés Forza Viola en fin de saison, comme chaque année, sera le 21 avril, soit avant le lundi de Pâques, et donc le lendemain du match contre Reims. Chaque année, il y aura il y a des food trucks, visites du stade, d'autres animations, rencontres avec les joueurs. Et ça sera ouvert à partir de 13h30. Donc c'est pas mal. Ils ont placé quand même lendemain de match, veille de jour férié. Donc logiquement, tu peux attirer plus les familles. Mais on l'a quand même compris depuis des années, ça s'oriente vraiment sur une journée à destination plus des familles que réellement des abonnés pur et dur. Ouais, pour y avoir été les 2 dernières années, je crois qu'il ne l'avait pas fait avant, mais tu sens que il y a quand même plus de trucs qui sont mis en avant pour les jeunes, les écoles de foot, beaucoup d'invités aussi. Ça avait fait grincer des dents, je me rappelle l'année dernière, puisqu'il y avait des jeunes des écoles de foot qui avaient été invités à venir à la journée, qui étaient censés être réservés aux abonnés. Donc on verra comment ça se passe cette année. Je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller, certains. Non.
L'an dernier, si je dis pas de bêtises, en plus, c'était le lendemain de déplacement Monaco, non, je crois. En tout cas, ça me dit un truc, ça. c'était un lendemain de déplacement, donc il y avait sincèrement aucun abonné qui était réellement en état d'y aller, enfin, qui avait fait le déplacement. Ouais, Donc forcément, tu te sentais un peu lésé, pardon. Comme tu dis, en plus, il y a des invités qui y vont, alors que c'est censé être ton privilège d'avoir un abonnement exprès pour ça. Bah, écoutez, on verra bien. En tous les cas, c'est l'occasion quand même de rencontrer certains joueurs pour ceux qui ont envie et de passer du bon temps. Nous, on va enchaîner avec nos internationaux puisqu'il y en a beaucoup qui étaient sur les terrains ces derniers jours. En commençant par notre section féminine, puisque vous le savez, Alexandra Tamaniuk, si vous vous êtes fidèle de l'émission, elle était sélectionnée en futsal. Il y a eu un gros programme, mais un bilan assez mitigé, Vincent. Et surtout pas de qualification pour le mondial. C'est une espèce de Final Four où les 2 premières équipes étaient qualifiées pour cette première Coupe du Monde. Pour les Français, ça aurait pu l'être. Et après, quand on lisait les différents coupures de presse, enfin, l'interview d'Alexandra Tamaniuk, c'était pas attendu pour cette édition-là. Elles attendaient plutôt la qualif pour le prochain mondial. Et celui-là, c'était si on peut avoir la chance d'y aller, on va pas s'en priver. Mais malheureusement, ça l'a pas fait, avec un groupe quand même très relevé. Défaite 6-2 contre la Pologne, 2-1 contre la Finlande et 4-2 contre l'Espagne, qui est une des meilleures équipes au monde. Mais elle a pu marquer sur ce match-là. Et surtout, moi j'ai lu qu'elles sont 60e mondiale, les Françaises, les Espagnols 2e, donc forcément, bon. Si je dis pas de bêtises, c'est compliqué. La sélection a 2 ou 3 ans maximum. Ouais, c'est normal. Donc 60e, c'est vraiment, on est aux prémices du futsal français. Ça reste le genre de tournoi qui fait progresser un groupe et qui donne de l'expérience pour ce genre de rencontres. Mais en tout cas, voilà, on lui souhaite le meilleur si jamais elle vient à rester dans cette sélection et à jouer d'autres compétitions, puisque c'est encore une équipe qui est jeune et qui a le temps de progresser, un peu à l'image de notre section féminine, des jeunes joueuses qui ont plein de potentiel et qui vont, je l'espère, exploser par la suite. Nous, on avait d'autres joueurs qui étaient sur les terrains en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique aussi, puisque il y a eu toute une série de sélectionnés, à commencer par notre capitaine Vincent Siro, qui s'est illustré comme il le faut avec la Suisse, puisqu'il a marqué son premier but dans le match nul 1 partout face à l'Irlande du Nord en amical. Numéro 10 sur le dos, s'il vous plaît, messieurs, dames. Donc un but. Trophée d'homme du match est sorti à la 87e minute. Il joue aussi ce soir en match amical contre le Luxembourg. Et Ben, est-ce que tu as suivi un petit peu les compos? Il est titulaire. Ouais, il est titulaire, ouais. Donc Vincent Siro enchaîne après son retour de blessure. En club comme en sélection, on est très heureux pour lui. Et il a performé au même titre que son coéquipier norvégien, Aron Donum. Ah pardon, je croyais que c'était Ben qui D'accord, vas-y Ben, quand tu l'as fait. Donc il a marqué 6 minutes après son entrée en jeu à la 63e. Lors de la victoire de son équipe 5-0 face à la Moldavie. Il joue également ce soir en Hongrie contre Israël. Et il est encore sur le banc et peut-être qu'il rentrera et marquera encore une fois. Donum qui enchaîne aussi, c'est sympa. On a même vu un petit message de Joshua King aussi, en story, qui a félicité son coéquipier, les 2 Norvégiens du TEF. Donc voilà, bonne entente. Le 3e des internationaux, c'est le Gabonais Xavi Babika qui a rejoint sa sélection pour une double victoire dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 3-0 contre les Seychelles. Il a joué 90 minutes, même si c'est pas montré décisif. Et dimanche, il est resté sur le banc alors qu'il y avait un match face au Kenya, du coup, qui a été gagné 2-1 par le Gabon. Donc bilan un peu mitigé pour Xavi, mais qui continue d'être appelé avec cette équipe du Gabon et qui est en bonne voie pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Son coéquipier Franck Magri était lui aussi sur les terrains africains puisqu'il était avec le Cameroun. Il a démarré le match en tant que titulaire, mais il est sorti en début de seconde période lors du match nul 0-0 en Eswatini, et son équipe joue actuellement face à la Libye et il est sur le banc. Donc tu nous vois, n'hésite pas à nous tenir au courant du score si jamais tu... Je saute vers le suivant parce qu'il y a une vraie question importante dessus. Bah, vas-y, régale-toi, de toute façon c'est toi. Mark McKenzie, du rassemblement pour le Rock. Il est entré à 79e lors de la défaite de son équipe en demi-finale de Ligue des Nations face au Panama. But à la 84e. Et savez-vous ce qui s'est passé lors de la célébration de ce but? Oui, on a vu ça, oui. Incroyable. Allez. Le mec qui va hurler sur Thierry Henry, c'était affolant. Et dur rassemblement parce qu'ils ont également perdu pour le match sur la 3e place, 2-1. Contre le Canada, il a joué tout le match. Je pense que c'est karma parce que Pochettino avait déclaré que les États-Unis pouvaient faire de grandes choses à la prochaine Coupe du Monde. Et là, clairement, ça va être compliqué. Pas de Balogun, pas de parti. Non, vraiment pas en plus. Vraiment pas. C'était pas évident non plus pour un de nos meilleurs joueurs cette saison, Christian Cáceres avec le Venezuela, puisqu'il a joué l'entièreté du match contre l'entièreté du match de la défaite. Ouais, j'ai mal écrit. Je me suis planté. L'entièreté du match de la défaite face à l'Équateur 2-1. Donc c'était pour les éliminatoires aussi de la Coupe du Monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que
Ça a été un petit peu difficile pour lui puisque vous avez peut-être vu passer les images, il a fait une erreur qui amène un but, donc une espèce de passe en retrait pour personne qui a été exploité derrière, donc difficile pour Cáceres. Il a su aussi quelques critiques, mais il pourra peut-être se reprendre dans la nuit de mardi à mercredi puisque il y a un match contre le Pérou aussi qui va être très important pour la qualification puisque le Venezuela n'est pas pour l'instant dans la zone qualificative pour le Mondial 2026. Gabriel Suazo du côté du Chili, il était aussi en sélection et lui il a été titulaire, c'est un peu mieux passé. Il a été titulaire tout le match vendredi contre le Paraguay, la défaite de son équipe 1-0. Il jouait également à la maison contre l'Équateur cette nuit. Et attention parce que le Chili est dernier et s'ils ne gagnent pas, ils auront de grandes chances de ne pas participer au moins au barrage. Donc ils sont derniers, j'ai appris ça, je ne savais pas que le Chili était si mal parti dans ces éliminatoires. Est-ce que tu veux nous parler de Charlie Cresswell aussi ? Ouais, Parce que bien c'était sûr. aussi un gros moment de cette trêve. Ouais, Charlie qui a pris un triplé décritiqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Charlie a démarré un seul des 2 matchs. Ils ont perdu 5-3 et gagné 4-2. À votre avis, quel match a-t-il joué ? Le 5-3. Et non, c'était un piège. Ah. Il a joué la victoire 4-2 contre le Portugal, 71 minutes. Et contre la défaite face à la France 5-3, il est rentré à 62e. Ils ont raté un péno et pris un rouge juste derrière. Et c'est un concept de défense en Angleterre sinon ? Parce qu'ils ont pris donc 7 buts en 2 matchs. Ouais, bah après, c'est parce que. Mais ils pour sont le coup, plaisir. le France-Angleterre était assez exceptionnel Ça avait l'air, à voir et à regarder. C'était un sacré match et on a vu des joueurs français s'illustrer aussi. L'erreur du gardien sur le but de Cherki, c'est masterclass. Même Gardien- en district, gardien on voit anglais. pas ça. Ouais, Voilà. c'est incroyable. Non, mais c'est bien, la relève générationnelle est là côté anglais. Ils trouvent des gardiens qui font des boulettes à chaque génération. Et ça, c'est quand même Tradition quand même. c'est de la régularité au haut niveau, ça s'appelle. Putain, c'est fou, l'erreur. Notre autre espoir européen qui était en sélection, c'est Umi Tagdar, le Roumain qui était en sélection pour un match amical contre le Portugal où il est rentré à la mi-temps. Et il y a eu une victoire 1-0, donc belle performance de son équipe. Et puis il joue aussi actuellement contre les Pays-Bas. Il est sorti à la 60e et son équipe perd 2-0. Plus difficile. À Pays-Bas, c'est fort. Et ouais, Pays-Bas, c'est quand même une grosse nation. En tout cas, régulier avec la Roumanie Sport, Umi Tagdar. Je ne sais pas si son avenir au TEF est très flamboyant. On Ça sait qu'il y a dépend dans les départs, mais- il y a une option, je crois, d'achat, il me semble. pense, On ouais. verra ce que ça donne. Mais en tout cas, régulier en sélection à chaque fois. Et puis, c'est le moment de passer à nos pitchouns, puisque l'homme en forme du moment, Noël Jouma, il était en équipe de France U20. Il a perdu 3-1 contre le Japon. Pas d'info compo, merci la FFF. Et il a gagné 1-0 contre le Mexique. Pardon. Pas d'info compo, merci la FFF. Ça, c'est fou quand même. J'arrive pas à trouver d'infos. Ouais. Vraiment, Je sais pas ça prend un stagiaire Ouais. qui regarde son téléphone 3 pendant 5 minutes. Quoi. 3 C'est- minutes. Du coup, pour les infos jeunes, petit tuto sur Instagram, il y a tous les infos Ça, j'avais qui arrivent à régulièrement Je sais avoir pas des comment il infos fait, et les tout mettre. ça. Et sinon, il y a un compte qui s'appelle EDF Jeune sur Twitter. Le type est bénévole, il perd de son temps pour mettre les compos, Ok, trouver ailleurs, ouais. mettre les liens des vidéos. Et en fait, le peu d'infos que j'arrive à choper en général, ils viennent de là parce que la FFS, sinon c'est désastreux ou c'est 3 jours après. C'est honteux. Ah, c'est un parcours du combattant. Du combattant, Je ouais. trouve ça fou. Je comprends pas. Nos autres pitchouns, ils étaient en équipe de France U19, puisqu'on en avait 3, Diane Metali, JD Canvo et Mathis Niflor. Ils étaient du côté de l'Italie pour jouer quelques matchs. Il y a eu une défaite 2-1 face à l'Espagne, où JD Canvo a démarré titulaire, et derrière une victoire 2-1 contre la Lettonie, avec Mathis Niflor qui a joué tout le match, et Metali qui était titulaire, mais qui est sorti à la mi-temps. Canvo qui a rentré en fin de match. Et puis il y a aussi une défaite 2-0 contre l'Italie, malheureusement, où le match a été arrêté à la 70e pour cause de brouillard. Donc conditions bizarre. météo Ça à m'a fait cette marrer de période de voir l'année, c'est En Italie, en plus, le tournoi c'était c'est un en peu Italie, bizarre, j'étais ouais. surpris. et les trois étaient titulaires et n'étaient pas sortis au moment de l'interruption, donc ça les a un peu coupés dans leur élan, mais en tout cas des pitchouns qui continuent à performer en équipe de France U19, qui ont signé pro et qui se montrent aussi avec les sélections françaises. Ça fait toujours plaisir. Il y en avait un autre en équipe de France U18, c'est notre pitchoun, c'est Nico Mbassa. Nico Massa qui est rentré à la 69e lors de la défaite 4-0 contre le Portugal. Ils ont fait match nul 2-2 contre l'Angleterre. Merci la FFF, pas de compo. Et ils ont perdu 4-1 versus la République tchèque. Il a joué tout le match. Et celui qui a beaucoup fait parler de lui sur la trêve et qui a émerveillé un petit peu les yeux de tous les observateurs de nos jeunes, c'est Ilyes Azizi en équipe de France U17. Ouais. Donc lui, il a été titulaire lors des 3 matchs. Donc ils ont gagné 4-0 contre la Finlande. Il a marqué à la 66e. Il est sorti à la 73e. Ils ont gagné 4-1 contre le Danemark. Il a marqué. Il est sorti à la 73e. Et ils ont gagné 4-0 contre la Grèce. Il a été buteur. À votre avis, à quelle minute est-il sorti? 73e. La 60e. Ah merde. Et c'est tout pour lui. Mais il C'est a pas mis mal. 3 buts en 3 Pas mal. matchs. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc un très très beau but qui a fait un petit peu le tour des réseaux. Chapeau à lui. Ah oui, je l'ai vu. Ouais.
C'est l'image a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Grosse performance de notre Pichon. En tout cas, voilà le point sur nos internationaux. Bon, j'ai déjà lu le nouveau neuf du TEF. J'ai demandé. Je vous ai pas en parlé. Mais bon. C'est Pichon. Laissez-le grandir, putain, laissez-le grandir. Forcément, ça déchaîne un peu les passions, les jeunes du centre. On a l'habitude. En tout cas, voilà, pour le gros point sur nos internationaux, la dernière info qui est tombée juste avant l'émission, c'est Adam Soudi qui est sélectionné pour jouer la CAN U17 avec le Maroc. Ce sera du 30 mars au 19 avril. Donc dans une poule avec la Tanzanie, la Zambie et l'Ouganda. On essaiera de vous tenir au courant de ce qui se passe dans cette CAN U17, en espérant que ce soit plus facile d'obtenir des infos et des résultats qu'avec la FFF. Sur cette compétition. Je pense que la fédération ougandaise est plus sérieuse que la FFF et sur le site il y aura les infos. J'ai pas fait d'études de marché mais l'info me plaît donc elle est peut-être vraie. Allez, c'est le moment de faire le retour sur ce qui s'est passé pour l'académie et les féminines puisqu'il n'y avait pas de match pour la préformation en cette période, mais il y en a eu pour l'académie avec la N3 qui a fait un match assez particulier avec beaucoup de spectacles. 3-3 contre Bassin-Arcachon, c'était sur l'annexe numéro 1. Il y en a qui ont eu la chance d'y être tant qu'il faisait beau, puis après c'était le déluge. Le TEF menait 2-0 grâce à Zuliani et Zema. Les adversaires en plantent 3 et mènent avant la fin de match. Bellanjou égalise dans le dernier quart d'heure ou à 20 minutes de la fin à peu près. Le TFC est 9e. À 2 points du 3e avec un match en moins. Cette poule est ultra serrée pour le classement, mais par contre devant c'est fait. Les 2 premiers sont déjà vraiment envolés, donc sauf double faillite de l'Aviron Bayonnais et de Colomiers, il n'y aura pas de montée en National 2 pour nos Toulousains. Est-ce que c'est comme pour l'Europe ? On peut croire à la N2 ou c'est trop ? Alors il faudrait vraiment un sacré concours circonstance. On ne peut plus croire. L'autre match, c'était l'autre match qui a un peu mal tourné. Lui, c'était pour nos U19 puisqu'il y a eu un gros coup d'arrêt. Ah oui, ils étaient sur 9 matchs sans défaite de suite et ils perdent contre l'AC Ajaccio en Corse 4-0. Donc le TFC reste leader, mais va revenir l'OM et les Verts à 3 et 4 points à 4 journées de la fin. Donc voilà, obligation d'être dans le top 2 pour pouvoir se qualifier pour les phases finales du championnat de France. En ayant passé la moitié de la saison devant, ça serait quand même dommage de ne pas réussir à se qualifier. Dernier match de l'académie, c'était les U17 qui ont perdu 2-1 à Marmande malgré un but de Garguilo, le TFC qui tombe à la 10e place et qui n'est pas encore maintenu. Donc là aussi, la fin de saison, il va être un petit peu tendu, mais on leur fait confiance pour repartir sur une dynamique plus positive parce que nos U17, ils performent avec peut-être le futur neuf qui est en équipe de France, on ne sait pas. Allez, c'était un gros morceau pour démarrer cette émission, mais c'est l'heure de passer à notre point sur la section féminine. Oui, la frappe de Niville. Oui, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon, ça voilà. C'est beau. Et on a Antoine Gérard avec nous au téléphone. Bonsoir Antoine, comment ça va ? Bonsoir tout le monde, tout va bien. Désolé pour le petit retard à l'allumage, voilà, on a eu quelques petits soucis. Ce week-end, vous avez fait un très beau match puisque vous êtes imposé 3-1 à Thonon-Évian Grand Genève FC. Célène est la joueuse du match puisqu'elle marque dès la 12e minute, provoque un CSC et marque un peu après l'heure de jeu. Les locales réduisent la marque avant la mi-temps sur un joli but pour une de leurs rares sorties de camp, d'après le live tweet d'Esprit Violette qui était sur place. Vous êtes deuxième, mais il me reste à portée de fusil de l'OM qui a 2 matchs en moins. Tu nous parlais mardi dernier d'un déplacement difficile. Comment vous avez réussi à vous sortir de ce piège-là ? Je pense que c'est un de nos meilleurs matchs sur la période février-mars. Là. J'ai trouvé les filles particulièrement performantes dans tous les domaines. Et je trouve assez mérité sur l'ensemble du match. Mais je pense que Dorian a bien résumé, lui qui était présent. Mais la première mi-temps, c'est un peu dur de prendre ce but en fin de mi-temps parce que ça faisait partie des seules occasions de l'adversaire. Et les filles ont parfaitement démarré la deuxième mi-temps. Et voilà, je trouve le score assez logique, même s'il est lié à des décisions aussi arbitrales sur les pénaltys. Mais en tout cas, pour le premier pénalty, il me semble indiscutable. Le deuxième, c'est plus délicat, mais en tout cas, pour une fois que l'arbitrage est un peu de notre côté, c'est plutôt positif. On prend toujours au final. Célène est très en forme en ce moment. Comment t'expliques qu'elle redevienne aussi performante sur cette période ? Pour Célène, tout est une question de série. Quand elle est arrivée au club, elle a tout de suite marqué très vite. Et en fait, la confiance se développe très vite à chaque fois pour cette joueuse.
Et Célène est un élément très important de l'équipe depuis 2 ans et demi. Elle a peu marqué depuis le début de saison, mais c'est pas en rapport avec le nombre de buts sur lesquels elle était impliquée, parce qu'en fait elle est impliquée sur je pense au moins 70% de nos buts depuis le début de la saison, soit à l'avant-dernière passe, à la dernière passe, ou encore ce week-end en provoquant des contre son camp. Donc Célène marque beaucoup en ce moment, mais elle a toujours impacté l'équipe depuis le début de la saison. Au classement, comme je disais juste avant, on reste second, mais on a 2 matchs à moins par rapport à Marseille. Est-ce qu'on sait où ça en est de leur match arrêté? Est-ce qu'il va être rejoué ou ça n'a pas encore été statué? Je pense qu'il y a une décision qui va être prise dans la semaine par la commission, mais je m'attends à ce que le match soit rejoué dans son intégralité. Du coup, ça reste quand même un avantage. On met une pression finalement sur les Marseillaises quand même au final, qui sont obligés de performer pour pouvoir revenir. On est devant à 4 points, donc forcément, quand on a des matchs en retard, on se dit toujours qu'on a l'opportunité d'eux, mais il faut gagner les matchs. Donc on se met pas trop de pression. Virtuellement, on peut potentiellement être 3e de ce classement. Aujourd'hui, on est 2e, c'est un point très positif, mais je pense qu'on va attendre le moment où on sera à égalité de match, parce que avant, c'est dur de se prononcer. Et on sait, dans le calendrier, toi qui as peut-être un peu plus de visibilité, tu sais quand est-ce qu'il pourrait être rejoué ce match? Il y a 2 week-ends qui s'y prêtent. Il y a un week-end qui s'y prête là sur du court terme, c'est le 5-6 avril. Et après, nous on est off le 20, mais on est exempt, donc il y a une journée de championnat. Je sais pas quand est-ce qu'il pourrait être joué, en sachant que la distance entre les 2 villes est pas grande, donc ça peut potentiellement être en semaine aussi. Mais je suis pas à la place de la commission qui décidera ça. Je pense que dans la semaine, il y aura des informations sur ce match. Ça sera à suivre, mais en tout cas, ça leur surchargera forcément le calendrier aux Marseillaises pour la fin de saison. Possiblement. Un mot sur Marie Simati, tu en parlais la semaine dernière. Elle était sur sa dernière feuille de match, son dernier groupe, puisqu'elle arrête sa carrière. Oui, Marie était avec nous, effectivement. Alors c'est un choix à la fois par rapport à sa santé, parce que son genou va pas bien depuis qu'elle s'est fait opérer des ligaments croisés il y a 2 ans et demi maintenant. Elle avait besoin de se refaire opérer pour se sentir bien au quotidien. Et puis il y avait aussi une problématique. Marie est en double projet par rapport à ses études. Elle est en master, elle avait un stage à faire, et toutes les joueuses et sportives de haut niveau qui sont salariées ont des difficultés à cumuler leur pratique de sportifs de haut niveau professionnel et leur stage dans le cadre de leurs études, parce que cumuler 2 contrats, c'est toujours un peu compliqué sur le plan juridique. Donc on a fait le choix avec Marie qu'elle privilégie ses études, qu'elle se consacre à son stage et qu'on rompe le contrat qu'elle avait signé avec nous sur le début d'année, et ça s'y prêtait bien au vu de son opération aussi, donc ça s'est fait d'un commun accord. C'est une bonne continuation, en espérant qu'elle puisse aussi s'épanouir dans sa vie personnelle. Un petit mot aussi sur les supporters au final, parce qu'on a vu quand même les images de communion à la fin, il y avait pas mal de monde. Au final, c'était forcément un supplément, mais quand on connaît aussi les ambiances à l'extérieur, finalement, on a la chance, chaque déplacement, d'avoir un public qui pousse les filles. Mais moi, je suis vraiment marqué par le fait que les garçons se déplacent à chaque fois pour venir nous voir. Je leur tire mon chapeau, et je pense que les filles, encore une fois, je leur dis, mais elles sont très sensibles à leur présence. Donc c'est top. J'espère qu'ils seront là jusqu'au bout, et surtout j'espère qu'ils prendront plaisir à venir jusqu'au bout. Là, je pense que les images montrent aussi qu'il y a une vraie communion à la fin avec tout le monde. Je pense que les victoires de l'équipe, elles sont partagées par les gens qui suivent aussi, quoi. On salue du coup aussi Esprit Violette du coup sur Twitter, Dorian qui est un habitué de ce déplacement-là. Pour terminer, prochain match samedi à 16h sur l'annexe 1 contre Rodez. Comment vous allez préparer ce match face à un adversaire qui joue sa survie, parce qu'en bas de tableau c'est très serré entre les 3 derniers? On a un dernier match à jouer contre une équipe de 2e partie de tableau, et je pense que ce genre de match est un peu piégeux, effectivement, parce que l'équipe en face est un peu en difficulté
et cherche à assurer son maintien sur la division, donc développe peut-être un projet de jeu un peu différent des autres. On se méfie beaucoup de ce match parce qu'après, arriver dans le sprint final en rencontrant des équipes de haut de tableau constamment tous les week-ends, ce qui va être notre cas, Le Mans, Lille, Lens et Marseille, si on n'accroche pas les 3 points ce week-end contre Rodez, on peut pas développer les mêmes ambitions sur les 4 derniers. Donc il faut qu'on arrive d'abord à finir cette série de 4 matchs du mois de mars avec une 4e victoire pour qu'ensuite on puisse se donner le droit effectivement de vivre des superbes émotions en avril-mai. Mais voilà, il faut accorder toute notre attention à ce match de samedi après-midi. Le rendez-vous est pris, on vous attend tous nombreux et nombreux pour encourager les filles samedi 16h sur l'annexe 1 du stadium. En plus les garçons jouent le lendemain, donc vous aurez tout le temps de venir profiter de ce match et c'est important, comme l'a souligné Antoine, de pousser les joueuses qui sont sensibles aussi aux encouragements du public. Merci beaucoup Antoine et bonne soirée, bon match samedi. Merci à vous et merci encore aux supporters qui sont venus à Thonon ce week-end, ça faisait chaud au cœur. On les salue tous. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Allez, pour être complet sur l'actu des féminines, il y avait un autre match, c'est la réserve qui s'est imposée 1-0 contre Gaillac grâce à un but de Marine Jeunet, qu'on a pu voir quelques fois dans le groupe pro. C'était en toute fin de match. Elles reprennent la tête, toujours un point devant la SPT Montpellier, qui a un match à moins, et 3 points désormais devant Jacou. Et les U19 n'avaient pas de match. Tu t'es renseigné, Ben ? La SPTT, ça t'intéresse pas ? Pour changer de club un peu, supporter un peu de... Ben le facteur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah écoute, c'est bien, hein. Je sais qu'elle performe toujours, que ce soit la MHSC ou la SPTT, donc c'est pas mal. Allez, on remercie encore une fois le coach Antoine Gérard d'avoir été avec nous par téléphone pour nous parler de cette section féminine. À chaque fois, ça fait plaisir de le recevoir. Vous avez évidemment tous les programmes, tous les résultats. Et puis, c'est l'heure pour moi de, pour la première fois, lancer le jingle que je m'apprête à lancer. J'en suis très heureux puisqu'on est mardi, on est dans la feuille de match. Donc, c'est l'heure du journal des prêtés. Passé 2-3 dingueries. Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, après le Fergie Time, voici donc le Faisant Time. Vous connaissez comme tous les mardis, on va parler de nos 4 joueurs prêtés qu'on aime d'amour. Alors il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, donc soyez indulgents avec moi. On va peut-être pas autant se marrer que certaines fois, mais bon écoutez, j'ai fait avec ce qu'on m'a donné. Donc on commence avec Ibi Sissoko. Donc lui tout simplement n'a pas joué ce week-end, pas de match en vertu de la trêve internationale. Tu sais pourquoi ils n'ont pas joué ce week-end ? Non. Parce qu'ils ont joué mercredi. Sheffield Wednesday. Merci. Voilà. Okay. J'étais premier degré à fond. Mais bien joué, bien joué. Je t'ai vu venir avec tes gros sabots là. Ah, on voit que dalle. Allez, tu pourras me la faire toutes les semaines, ça marchera à chaque fois, tu peux y aller. Mais la bonne nouvelle, c'est que les autres joueurs prêtés, eux, ont joué ce week-end. On commence avec César Gélabert. Alors, est-ce que vous avez mis la maison sur le 1 partout de Riron ce week-end ou pas ? J'ai oublié. C'était une excellente idée d'oublier parce qu'il fallait pas. Ils ont gagné ? Il fallait pas. Non, Riron a perdu 2-0 contre Albacete ce week-end. Le bon César est rentré dès la mi-temps mais n'a pas pu inverser la tendance. Riron est désormais 16e de Liga DOS et n'a plus que 6 petits points sur le premier relégable. Donc ça devient de plus en plus une mauvaise idée de faire un partout. Il faut arrêter maintenant, messieurs, et se mettre à gagner des matchs enfin pour ne pas vivre une fin de saison cauchemardesque. Ils ont pris un rouge à la 20e, ça aide pas non plus. Oui. C'est vraiment Thierry Henry, toi tu regardes tous les matchs. Non, j'avais parié, donc je voulais savoir ce qui se passait. Bah tu sais, on m'a dit qu'il faut mettre la maison, donc j'écoute. Hein. T'avais mis le 1 partout ? Non, j'avais mis le nul. T'as mis le nul, on passe à Alex Dominguez. Donc pour lui, comme chaque semaine, on prend les mêmes et on recommence. Il n'a pas quitté son désormais meilleur ami, le banc de touche, lors de la victoire 2-1 de Eibar contre Huesca. Mais la bonne nouvelle dans son malheur, c'est que Eibar est remonté à la 12e place de Liga DOS. Morale de l'histoire, jouer des matchs ou en gagner, il faut choisir pour nos joueurs prêtés. On ne peut pas tout avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé sa phrase d'agent infiltré pour quand il reviendra gratter à la porte du club cet été. Comment est votre banquette ? Elle est bonne. Ce à quoi il faudra lui répondre évidemment qu'elle est bonne et qu'il peut revenir et qu'il est bienvenu. Merci Sacha pour cette blague qui manquait à ma chronique. Elle est magnifique, franchement, respect. Et on passe désormais au meilleur, le dernier, le plus grand des faisans, Saïd Amoulic. Donc Saïd enchaîne à la pointe de l'attaque du Wisdu Lodz, je ne sais pas par quel miracle.
puisqu'il était titulaire lors d'un match amical remporté 2-1 par son équipe contre le Polonia Warszawa. Cela dit, il n'a pas marqué, aux surprises, et a été remplacé à l'heure de jeu par Sobol, qui lui a marqué. Donc voilà, se faire piquer sa place dans l'équipe par un mec qui s'appelle Hubert et qui a une tête à travailler à la Cogip à Dijon, check, c'est fait pour Saïd. Donc maintenant, on peut passer au prochain exploit du prince Saïd, que l'on attend avec impatience, et que bien sûr, je me ferai un plaisir de vous narrer la semaine prochaine. Il y a un commentaire, tu peux le lire, je pense, Sacha, si tu veux. Hein. Apparemment, alors c'est Pichou qui nous dit, apparemment il est devenu égérie pour le Potroni Sofa. Il parle de Dominguez. Il parle de Dominguez, ouais, évidemment. Tu as un nombre de co-auteurs impressionnant, mon cher. Ouais, je crée des émules, c'est beau. Mais c'est comme ça. quoi ça inspire, tu vois, c'est toujours comme ça. C'est ça être un influenceur. T'es dans la Kings League? Pas encore. Pas encore. Alors les croisés, tu connais. Allez, merci On ferait Clément. une équipe Kings League, la feuille de match, ça serait drôle. Putain. Ouf, je sais pas si on irait loin, mais au moins on rigolerait bien. On appellerait la Kings League Coman. Tu peux enchaîner. Allez, hop. Sur ce, on va enchaîner à 20h37 déjà avec notre débat du soir. L'état de santé du TFC alors qu'on arrive au printemps. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est vrai. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Et c'est parti, débat qui sort un peu de nulle part, mais qui est venu comme ça parce que franchement, ton BTS commerce passe bien du coup. Ouais, non mais je me suis, tu vois, on cherchait un débat pour l'émission, puis je me suis posé la question, je me suis dit il y a plein de choses, il y a plein de questions que je me pose sur le club, mais pas tant de réponses. Il y a des choses qui se trament un peu dont on aimerait savoir les causes, ou on aimerait avoir plus d'infos, on n'en a pas. Et quand on regarde de l'autre côté ce qui se passe en termes de points, en termes de résultats par rapport à la saison dernière, par rapport aux performances de toutes les équipes, on est plutôt pas mal, puisque je vous donne le bilan sportif. À l'heure actuelle, donc forcément, l'équipe pro est 10e de Ligue 1 avec 34 points. Les féminines sont 2e de seconde ligue avec de forts espoirs pour aller accrocher la montée. La réserve en N3, bon... Vincent l'a expliqué tout à l'heure, ça va être dur pour monter en N2, mais il y a quand même des performances qui sont très solides. Les U19 sont tout en haut de la poule D du championnat national, et les U17 s'en sortent plutôt bien aussi, puisqu'ils sont 10e et ils ont de bons petits joueurs. Donc quand on regarde ce bilan-là, il y a des choses très positives en termes de sportifs, mais voilà, la santé d'un club, c'est aussi ce qui se passe des autres côtés. Puis là, j'ai envie d'avoir vos avis, messieurs, puisque... On nous a parlé de beaucoup de choses en termes de projets, en termes d'ambition. Il y avait une conférence de presse de Damien Comolli qui devait arriver il y a quelques temps, après le retour de ce mois de janvier-février, qui n'a toujours pas eu lieu. On nous a vendu des projets, on nous parle d'un grand stade, on nous parle du centre de performance. On sait que les finances vont bien, et pourtant, on n'a pas d'infos, on n'a pas de visibilité sur ce que veut faire la direction, et on ne nous dit rien. Donc je sais que là, c'est peut-être pas mon avis, mais je me fais l'avocat de ce qui se dit et des discussions qu'il peut y avoir entre supporters. On a l'impression que au TFC, tout va bien, mais que ça manque d'ambition et qu'on a des choses qui nous freinent. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Pas tous à la fois. Non, mais... En fait, déjà, à notre époque, en Ligue 1, être un club sain, je trouve que c'est déjà méga important. Parce que je pense que, tu vois, cet hiver, t'as pas eu besoin comme Lens, Montpellier de vendre, parce qu'on oublie de parler de Lens, mais Lens, ils ont vendu à tour de bras cet hiver. Ouais. Donc t'as pas eu besoin, Rennes aussi. T'as pas eu besoin donc moi je trouve déjà le fait d'être sain financièrement, ok, tu pour l'instant cette saison elle a un peu de transition après la Coupe d'Europe, tout ça, je comprends ce côté-là, mais moi je pense qu'être sain financièrement, peut-être que cet été tu vas pouvoir peut-être déjà vendre moins de joueurs que tu as eu l'été dernier, tu t'es quand même fait piller grâce à la Coupe d'Europe aussi qui t'a fait rentrer de l'argent. Donc moi je trouve que le fait d'être sain c'est important. Après oui, en effet, sur le sportif, je comprends que tu puisses te dire ça manque d'ambition, mais bon, on te parle toujours de projet 2027, donc moi je pense que l'été prochain va quand même être important. Sur les finances, il y a une balance transfert qui est exceptionnelle, puisqu'on a fait rentrer quasi 60 millions. Et derrière, voilà, c'est parce que les chiffres de la DNCG sont sortis pour la saison dernière. Le TFC qui est sain, t'as raison de le dire, mais surtout parce que le trou qui reste à combler hors transfert, il est quand même assez tranquille. Je crois qu'il y a 8 ou 9 millions à combler par des ventes, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs de Ligue 1. Donc il y a l'argent.
Il y a l'argent, alors on sait que c'est pas versé en une fois les transferts, etc. Derrière, il y a aussi un chiffre d'affaires record. Vous avez peut-être vu passer les infos. Il y a eu 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le jour du match du PSG avec le nouveau maillot. Il y a une paire de chaussures à 450 euros qui arrive. Sauf que quand on regarde dans le détail, les travaux du centre de performance, ils ont été mis en arrêt. Le mercato, il a été fait un petit peu à l'économie et il n'y en a pas eu en hiver. Donc ça interroge quand même, non ? Ouais, mais après, il y a plein de facteurs aussi qui peuvent l'expliquer. Je pense qu'on est quand même le foot français traverse une période qui est pas forcément marrante à plein d'égards. Et je pense que pour les clubs aussi, c'est compliqué parce que tu peux pas vraiment te projeter. Enfin, on sait pas qui sera le diffuseur, on sait pas à quelle hauteur seront les droits télé. Il y a plein d'incertitudes qui font que je trouve pas ça déconnant que le club essaie de communiquer un petit peu moins là-dessus. Tout simplement pour pas dire de dinguerie en fait. Je pense que c'est aussi ça. Pour pas s'engager sur des trucs qu'ils savent qu'ils pourront pas tenir. C'est la politique du club quand même d'être le plus silencieux possible, de faire fuiter le moins de choses, que ce soit sur les rumeurs de joueurs, que ce soit sur l'extra sportif, ne serait-ce que les blessures des joueurs, les durées de contrat, le montant de transfert. Là, pour avoir des infos, à part les déclarations des officiels, il n'y a rien, il n'y a pas de off, il n'y a pas de petites phrases, il n'y a pas de trucs à la volée, c'est silence radio, donc c'est dur de spéculer. Mais pour le coup, je trouve pas ça spécialement étonnant de la part du club. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. On peut le critiquer, on peut le regretter, ça je l'entends tout à fait. Mais bon, est-ce que pour autant ça veut dire que le club est pas sûr de où il va ? Moi, je pense pas. Je pense que on est quand même parmi les clubs de Ligue 1, tu l'as dit Ben, qui ont les finances saines. On a une progression, quoi qu'on en dise, même si on n'est pas d'accord, qui est constante de saison en saison. Encore une fois, on a plus de points que l'an dernier à la même époque. Pour moi, les signaux sont quand même tous au vert. Alors oui, on peut regretter un certain manque d'ambition, et encore, je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que on est quand même devenu un club qui affiche ouvertement le fait de jouer la première partie de tableau, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas avant. Tu peux écouter toutes les conférences de presse de Sadran, tu n'entendras jamais Sadran dire on vise l'Europe. Alors que là, Comoli, même si du coup on n'y est pas, il le dit. Je pense que c'est Sadran en conférence de presse, il y aurait eu beaucoup de dans les micros des journalistes en face, mais c'est peut-être pour ça aussi. Mais non, moi je suis pas. Je suis déconcentré tout seul. Non, moi je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Les choses suivent leur cours et peut-être qu'on en saura un petit peu plus quand le foot français de manière générale en saura un petit peu plus aussi sur à quelle sauce il va être mangé. Il y a quand même un indicateur au niveau financier, c'est que chaque passage devant la DNCG, on n'est jamais épinglé. Et c'est pas le cas de beaucoup de clubs. Et de clubs beaucoup plus gros que nous qui se font épingler. On n'est pas si mal, mais faut aussi prendre en compte qu'en fin de saison, on ne sait pas encore ce que les droits télé ça va donner tout ça. Même avec une 9e place, c'est pas impossible d'aller jouer l'Europe. Je pense à des clubs comme Lyon qui sont devant nous. Ils peuvent être interdits de jouer l'Europe financièrement. Alors j'y crois peu et je le souhaite pas, parce que je considère que ça se gagne sur le sportif, une qualification en Europe, mais il y a des clubs devant nous qui sont financièrement pas bien. Ça fait quand même pas mal d'années où ça aurait pu arriver. Au final, il y a toujours eu un coup de baguette magique de la LFP qui aide ces clubs-là à finalement passer la DNCG, s'est qualifié. Donc après, on a dit ça pendant des années, puis Bordeaux finalement est tombé à la trappe. Donc 15 jours, ils vont payer. Oui, mais Lyon, quand tu vois tout ce qu'ils font en Coupe d'Europe, tous les points qu'ils ramènent à l'indice UEFA, moi je pense que la Ligue elle pense aussi dessus. Enfin, c'est triste, mais moi je pense qu'il faut s'y regarder. Enfin, si t'as plus Lyon en Coupe d'Europe, là, il y a que pas. Enfin, ok, on a fait un parcours en Ligue des Champions, mais Nice, ils ont chié dans la colle. On oublie fortement Lens qui s'est fait taper par les Grecs en mois d'août. Donc, moi je pense que Lyon, si tu les as pas en Coupe d'Europe, Lyon, franchement, désolé, je vais pas taper sur les Marseillais, mais j'ai quand même leur taper dessus. Marseille, ils font pas des bonnes campagnes. Moi, je trouve que Lyon, en Europe, franchement, t'as un petit tampon. Toujours, on sort des poules, on fait un parcours qui est même correct. Donc, ils te ramènent des points. Et c'est vrai que si tu les as pas, ça peut être compliqué. Puis, ce qui va arriver sur la fin de la saison, alors, je sais pas, je suppose, mais on sait que certains groupes de supporters sont notamment visés par des dissolutions. Il suffit de quelques débordements en tribune pour avoir des points de pénalité. Et ça aussi, ça peut arriver malheureusement. Aujourd'hui, la Ligue 1, elle est un peu incertaine. Ouais. Je pense à Montpellier. C'est la Ligue 2 déjà. On va peut-être voir pour la première fois une équipe finir en négatif en championnat de Ligue 1. Ça me ferait rêver. Ce serait un beau signal. C'est un peu ça alors moi dans l'idée je suis d'accord avec vous, mais si j'essaie de me mettre dans la position d'en face, c'est un peu ça le constat, et ça marche aussi avec ce truc de supporters. C'est que quand on regarde la situation du foot français, j'ai l'impression qu'il y a un certain dialogue qui est en train de se rompre, et quand je regarde ce qui se passe
au sein du TFC, les choses vont bien. On est bien au classement, on a de l'argent. Mais il y a aussi cette impression d'un dialogue ou d'un échange qui est moins chaleureux, moins présent qu'à une certaine époque et qui peut nécessairement entraîner des interrogations sur on a l'argent et qu'est-ce qu'on en fait ? On a des bons joueurs, est-ce qu'on va les garder ? Est-ce que le projet Ambition 2027, on nous en a parlé il y a longtemps, là on est début 2025, on a passé la moitié, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on a envie d'aller ? Donc c'est ce genre de choses-là moi, que j'ai envie de mettre en avant quand je parle de ces interrogations, tu vois, c'est pas de l'anguille sous roche un peu que tu peux sentir traîner dans certains compartiments de ta vie de simple suiveur supporter. Ouais, mais après en fait il faut penser que la com aussi, au début tu as beaucoup de conquêtes, parce que je vous rappelle, le stadium était quand même sacrément vide en fin de Ligue 1, là tu as quand même réussi à ramener une vraie base, tu as une vraie bonne base de supporters, donc tu as beaucoup communiqué pour attirer. Là, au final, avec une com qui est assez lisse, on va dire, tu as quand même réussi à garder un nombre d'abonnés qui est plutôt cohérent. Parce que l'an dernier, moi, je pensais que ça allait plus baisser, mais avec la Coupe d'Europe, au final, tu as amené du monde. Là, tu as quand même un bon nombre d'abonnés. Donc, je pense qu'ils voient que ça continue à suivre son cours. Donc, tu as peut-être moins besoin aussi de communiquer. Déjà, parce que tu as aussi quand même pas mal de gens qui râlent et comme ça de se faire enfiler quand ça communique. Quand tu annonces là, finalement, ça va là. Bon, tu prends un peu quelques pirouettes. Ouais. C'est surtout le club qui s'est bien rattrapé l'an dernier au final. Rappelez-vous la gestion catastrophique du lancement de l'abonnement. On aurait très bien pu avoir des chiffres bien en deçà de ce qu'on a eu au final, avec les prix assez prohibitifs qui avaient été mis dans un premier temps. Puis au final, il y a eu médiation. Finalement, c'est bien arrangé puisqu'ils ont entendu l'avis des supporters et qui font qu'on a pu avoir des bons chiffres. Et je pense que là, ils récoltent ça avec la trésorerie qui rentre aussi par les abonnements, par le merch, parce qu'on va pas se mentir que quand tu es abonné, qu'en plus tu as des promos à la boutique, l'argent que tu économises par rapport au tarif de base d'abonnement, souvent tu le redépenses en achetant un petit maillot, un petit truc en plus. Donc au final, on est en bonne santé sur ce truc-là, financièrement, tout va bien. Je suis pas de la finance, hein, mais... Non, je vais te le dire, le prix des places, c'était de l'enfumage, hein, c'est que de la stratégie et bien que sûr. ça a marché au final. On arrive toujours à être entre guillemets autosuffisant, alors que la part de droits télé dans tes revenus et dans ton budget baisse significativement. Donc il y a forcément ce truc de tu fais 25 000 spectateurs à chaque fois au stadium et tu sors entre 2 et 4 produits édition limitée, maillots, etc. Donc tu es sur ce truc-là et ça marche bien à chaque fois. Et Redbird n'a toujours pas sorti 1 euro de plus que depuis le rachat. C'est vrai. Aussi. Mais c'est aussi ça, faire grandir un club. Hein. C'est créer tout ce qu'il y a en extra sportif, fidéliser. C'était l'objectif de Koboli d'arrivant, clairement. Hein. Regarde Paris, t'as bien vu. Je sais pas si t'as été à Toronto quand t'as voyagé, mais il y a une boutique du PSG. Hein. Tu te dis, Paris, tu vois, ils ont une marque qui est partout. Bon, on n'est pas à ce niveau-là au TFC, mais. Alors que Toronto, ça ferait TFC, tu vois. Tu vois, c'est incroyable, quoi. Ça s'appelle déjà le TFC, d'ailleurs, je crois. Ouais. Mais tu vois, donc ce que dit Mathieu, moi je suis d'accord. T'as tout ce côté-là à côté qui est vachement important. Ouais, et puis l'objectif premier, c'était quand même aussi de pérenniser le club en Ligue 1, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens oublient qu'il y a 4 ans, on était en Ligue 2, quoi. Il faut laisser le temps au temps aussi. On revient en Ligue 1, on a eu une campagne en Coupe d'Europe. Voilà, je pense on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, mais on est en avance sur et on progresse. Sur le calendrier et on progresse. Alors ça saute pas aux yeux. On n'est pas devenu le Barça de la grande époque du jour au lendemain, mais voilà, c'est un club qui grandit, ça prend du temps. Ça prend du temps et donc sur toute cette partie, les projets, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, la relation avec les supporters, les échanges, la pastille, on la met verte pour vous ? Pour moi, oui. Moi, je la mets jaune et je les attends en tournant sur le mercato d'été là. Jusque-là, c'est quand même compliqué de mettre tout ce que vert. Faut être lucide. Alors, je pense qu'en court terme, je veux dire, tu regardes un mois isolé comme ça, tu dis ouais, ce mois-là est chiant ou cette période-là est chiante, mais tu prends tout en global depuis l'arrivée. Mais tu sais pas que vert. Mais je pense que tu refais un été avec peu de recrues, peu d'ambition dans le recrutement, je pense que là ça va un peu plus couiner, tu vois. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est la vraie bascule, c'est là. Moi je pense, pour réellement avancer vers le projet 2027, ça va être maintenant le coup d'accélération. Je pense qu'il y a des gens qui l'attendaient l'été dernier aussi, ce coup d'accélérateur, parce qu'on savait qu'on allait perdre des gros joueurs, les Logan Costa, les Thais Alinga, et je pense que beaucoup de gens attendaient à ce qu'ils soient remplacés qualitativement dès l'été dernier. Et je pense que c'est ça que certaines personnes en tout cas n'ont pas digéré, quoi. Et c'est là que tu vois qu'il a été bon, parce que tu as des clubs quand ils reçoivent 55 millions là, comme on a vu, les mecs ils vont te claquer 35 ou 40, sauf que derrière les droits télé catastrophe, tu peux te retrouver vite en galère, alors que là c'est vrai, je comprends après le côté manque d'ambition, mais ouais, il faut voir d'où tu viens de la Ligue 2, t'es remonté, tu pérennises, donc
je peux comprendre, ça frustre une année. Voilà, après, je pense qu'il faut arriver à accepter que le projet, il n'est pas sur 6 mois ou un an, il est sur plusieurs années. Et il faut accepter le projet, il avance petit à petit. Après, je comprends que quand tu es supporter, tu as envie d'avoir des résultats de suite. Et... Je vous cache pas que au-delà de toute cette partie-là, ce qui me manque un peu, c'est d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer, en tout cas. Que ce soit à moyen terme ou ne serait-ce qu'à court terme. J'aimerais bien que quand il y ait des décisions qui soient prises ou qu'il y ait des choses qui se passent, on nous tienne informés. Et c'est ce qui m'amène à faire la transition sur l'autre partie, tout ça, donc sur le côté sportif. Par exemple, il y a des joueurs blessés aujourd'hui. Si l'info ne sort pas ailleurs, jamais de la vie on aurait su qu'ils étaient blessés. Et ils sortent du groupe, ils reviennent après. Moi, c'est ce genre de choses-là que je parle. Ça, pour le coup, pour moi, c'est problématique. Et ça rentre un peu. Moi, je le mets dans cette case-là d'une espèce d'une zone de flou entre le supporter et ce qui se passe au club, quoi. Que je n'avais pas l'impression d'avoir avant. Et je sais pas trop à quoi c'est dû. Je sais pas s'il y a d'autres clubs en France ou en Europe qui sont à ce point protecteurs des infos sur les joueurs blessés, mais on a vu cette année que ça nous a joué des tours. Cette année, c'est surtout que ça nous saute aux yeux parce qu'il y en a plein. Même l'an dernier, on a jamais vraiment su ce qu'il a eu. Hein. C'est des joueurs importants. Oui, en plus. On l'a su pour Niklas Schmidt parce que sa saison était terminée. C'est une grosse blessure. On nous a communiqué sur la blessure, mais cette saison, il y a eu du coup Nicolaisen, Abouklal, Guillaume Rest qui est sur le retour, mais qui a déjà eu plusieurs absences. Sidibé, Kamanzi, Siro, Caceres, Kbo et King qui ont raté plusieurs semaines de compétition, donc quasiment que des joueurs titulaires ou en tout cas qui ont beaucoup de temps de jeu. Et on a à chaque fois rien qui est mis sur la table, juste des interrogations et très peu de réponses. On a des durées mais qui sont pas bonnes. Par exemple pour Nicolas Sen, on en avait parlé de 3 mois, ça fait quand même beaucoup plus. Il est revenu, il est reparti. Je pense en gros il a peut-être un truc. Il a dû rechuter, mais on ne te dit pas, il a rechuté. Ça, pour moi, c'est aussi un problème dans la gestion des blessures en elles-mêmes. Outre la com, outre ce que tu veux, c'est que c'est arrivé plusieurs fois quand même que des joueurs reviennent et se répètent immédiatement, quoi. C'est le cas de Abouklal actuellement, par exemple. Ouais, de Abouklal, le reste, il avait fait le coup aussi. King, pareil, il est revenu, il est reparti. Il y a 15 minutes et... Moi, ça m'interroge un petit peu sur est-ce que vraiment on ne précipite pas le retour de certains joueurs parce que équipe type, etc. Mais du coup, c'est dû à quoi ? C'est dû à une erreur de prépa, c'est dû au staff, c'est dû à la malchance. Le kiné est bordelais, je pense. Peut-être aussi, j'ai vu revenir un effectif un peu court. Je sais pas ce que Max, quelqu'un. Vas-y. Qu'est-ce que t'as pas la réponse? Effectif. Après, je pense que c'est. On le voit, on a de plus en plus de joueurs qui aussi deviennent internationaux, tout ça. Le rythme de match augmente. Et forcément, c'est. Avec beaucoup de respect que j'ai pour l'effectif qu'on a, c'est pas des joueurs de haut niveau qui sont habitués à jouer tous les 3 jours. Et forcément, quand pour des joueurs moyens, le rythme augmente, ça se ressent aussi. Et après, c'est sûr que c'est rageant en tant que supporter quand on n'a pas de suivi, mais qu'est-ce qui vaut mieux entre qu'on ait du suivi et qu'on râle comme quoi le kiné n'est pas bon ou qu'on n'ait pas de suivi? Est-ce qu'il y a vraiment plus de matchs pour un joueur au TFC que à Auxerre ou à Brest chez nos concurrents? Oui. Oui, parce que tu es un peu plus, on va dire, polyglotte, donc tu as des mecs qui viennent un peu de partout. Là où, par exemple, Angers, Montpellier, c'est beaucoup de Français. Là, forcément, ils sont pas le niveau, on va pas se mentir. Donc, il n'y a pas d'internationaux à Montpellier. Si, il y a Savanier au FC, je dirais pas le nom. La France Olympique, monsieur, simplement, tu peux le dire. Ouais. Et donc, voilà, je pense que le fait, en fait, d'avoir, tu vois, tu as Mackenzie qui est américain, quand on le voit, la liste qu'on a déroulée tout à l'heure, quand même. Et les distances. Parce que putain, c'est un voyage. Hein. Donum. Le bilan carbone était fait, c'est désastreux. Soiseau, Soiseau, à chaque fois, puis Soiseau, il joue aussi. Oui. Parce que c'est pas un mec qui voyage et qui joue pas. Tu vois, là, c'est le mec qui joue les 2 matchs. Moi, je pense que le principal changement qu'il y a eu aussi, déjà cette année, on est vraiment sur un effectif plus court, plus tendu, qui était volontairement, comme tu disais, porté par le coach et apparemment, langue de bois ou pas. Il y avait prévu qu'au fur et à mesure, les pitchouns viennent intégrer le temps de jeu. Parce qu'on a vu ces premières trêves, ce n'était pas le cas. Là, on les voit de plus en plus. Est-ce que c'est opportuniste de dire ça on avait dit qu'il y aurait les pitchouns et on les fait jouer? C'est l'autre penchant de la balance, forcément. C'est ça. Et après, moi, le vrai problème central, c'est que je pense qu'ils ont prévu, dans leur plan, de changer un petit peu les méthodes d'entraînement pour corréler à l'ouverture du centre de performance qu'on n'a pas. Le fameux centre d'entraînement. C'est possible. Moi, je pense sincèrement que c'était quelque chose qui était attendu et qu'on devait transitionner vers ça parce que quand ils sont arrivés, ça a été vraiment comme dans toutes les nouvelles entreprises quand il y a une restructuration. C'est tu vires tout le monde, tu recommences, changes des méthodes. Donc peut-être que les méthodes sont trop pro par rapport aux infrastructures qu'on a et que ça use vraiment l'effectif.
et que tant qu'on n'aura pas ce centre de prêt, ça risque de continuer. Je sais pas, il faut que j'ai une énorme Il faudrait peut-être faire le bilan un petit peu de ce qui a pas été cette saison, parce que si j'ai bien compris, on l'aura pas forcément non plus la saison prochaine, ce centre de performance. On passe quand même d'un truc qui est très à notre avantage, où on nous mettait en avant pour dire à Toulouse il y a très peu de joueurs blessés, il y a une régularité, il y a dans le travail, etc. Mais tout le monde nous dit qu'on a un retard sur l'infrastructure. Ça, par contre, c'est des années que même il me semble que sous Sadran, c'est déjà dit que sur le centre, sur tout ce qui est entraînement, on est vraiment un des clubs de Ligue 1, voire professionnel français, qui est très à la bourre. Mais Cresswell, apparemment, avait pris peur quand il avait vu les infrastructures. Les préfabriqués, il avait eu peur. C'était ça, c'est ce qui était. Mais parce que pour le coup, je suis quasi certain que la fiabilité des joueurs en termes de blessures, c'est quelque chose qui est regardé par la data, et donc on prend des mecs qui ont plutôt tendance à pas se blesser. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était quand même plutôt le cas. Sur les 2 dernières saisons, hormis des mecs qui se font les ligaments, il n'y a pas eu beaucoup de blessures, et encore moins de blessures très longues. Ouais, mais tu prends aussi des mecs qui jouent dans des championnats plus au nord et qui sont déjà en cours de saison. En fait, ils arrivent, nous c'est le début de la saison, donc au lieu de faire une saison complète, ils en font une et demie. Ouais, mais tu vois, jusqu'à présent aussi qu'elle est arrivée, que c'était pareil, un peu chapeau sur fermeture. J'ai beaucoup d'arrêt d'hiver aussi. Kamanzi, Beau, il jouait plus trop quand on l'a recruté. Sidibé, respect papy, mais tonton. Il fait rarement des saisons complètes comme c'est à la longue. C'est à la longue que on le voit. Vas-y. Et aussi parce qu'il parle de ça, mais le côté aussi que tu recrutes d'un championnat différent de la Ligue 1. La Ligue 1 c'est quand même très physique, il y a ça aussi. Moi je pense que le temps de t'adapter, moi je pense que ton corps c'est pas jouer à MLS ou jouer en Ligue 1, c'est pas du tout la même intensité. Et je pense qu'en effet le fait d'avoir des gens, même des pays nordiques ou quoi, moi je pense que ça joue aussi sur ton corps. Tout le monde le dit que la Ligue 1 c'est super physique et c'est spécial la Ligue 1. Tu commences la saison sous 40 degrés, tu vas jouer à Lens sous moins 5 en pleine mer. C'est horrible. Non, c'est vrai. On l'aime notre Ligue 1. 1er janvier là. Justement, retour de la Ligue 1 ce dimanche au Stadium. Dernière question en très rapide pour voir, puisque le seul truc qui reste côté sportif, c'est ces matchs-là. Trop haut pour vraiment être inquiété par le maintien, un peu trop loin pour la course à l'Europe maintenant. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme objectif pour les matchs qui viennent là? Je sais pas si on peut gagner à domicile. Ouais, je suis d'accord. Gagner à domicile, c'est accrocher un gros. Terminer avec plus de victoires que de défaites. Aller taper Marseille. Oui, alors je suis d'accord. À la Bordeaux de la belle année, sauver ta saison en battant Marseille. Je suis d'accord que ça peut suffire. Marseille accroche pas l'Europe. Et essayer de rester dans cette de basculer plutôt dans cette première partie de classement qui est donc les 9 premières places. Déjà, en fait. Là, on parlait de 2 gros points d'étape. On t'a raté Strasbourg, mais Brest, ça reste quand même un concurrent pour ton classement proche. Donc, si tu le bats, tu pourras peut-être regarder un peu plus haut. Si tu perds, par contre, tu seras à 9-10. Top 8, c'est bien, parce que déjà, tu as une vraie progression par rapport à l'an dernier. Et puis, chaque place, tu as quand même des droits de télé supplémentaires. Donc, tu rapportes quand même de l'argent de faire meilleur classement. Et puis, tu as la sensation de ne pas avoir faussé le championnat. Et tu te dis, on a fini sur une belle série, on peut commencer la nouvelle saison sur le même lancé. Moi, j'avais enterré Lens, ils sont bien revenus. C'est vrai. Bon, dans tous les cas, la partie sportive, on pourra la pousser vendredi, puisqu'on aura le temps de parler de ce match face à Brest. Ce débat, on pourrait le continuer pendant des heures, parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les donner. On fera le bilan complet, bien sûr, à la fin de la saison. Nous, ça va se terminer ici pour cette émission avec un gros programme aux internationaux. On a un peu accéléré le rythme, mais ça fait plaisir de revenir après une trêve. Je vais remercier tout le plateau. Merci Clément pour tous les mardis, comme à chaque fois. Merci Vincent d'avoir géré la technique avec Nadia en cabine. Merci Sacha. Merci Ben, merci Matt d'être venu. Merci Sacha. Si vous aussi voulez venir dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter, même revenir. Si c'est pas la première fois, c'est pas grave, on vous accueille avec plaisir. Et puis si vous nous avez rejoint en cours de route, ne vous inquiétez pas, le podcast et le replay arrivent dans les prochaines heures. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne rien rater. Maintenant on vend des stickers en plus, donc venez nous voir, venez échanger avec nous, on a plein de choses pour vous. Et sinon on se retrouve vendredi dans l'émission. D'ici là on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Ciao ciao. Ciao.